Une déchéance en fait au niveau de mon état de santé. J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou. En un quart d'heure, j'ai vieilli 10 ans d'un seul coup. Toutes les facultés intellectuelles s'arrêtent. Vous êtes obligé de faire des efforts surhumains pour savoir combien font 1 + 1. C'est quelque chose à l'intérieur de la tête. Je me sens électrisé, électrifié. On a mal à la tête. Toujours. Petit à petit, ma santé s'est dégradée. J'ai eu des problèmes pour dormir. Je ne dormais pratiquement plus. Des douleurs partout de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption, quoi. Je me suis sentie de plus en plus brûlée, attaquée. J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés. Comme si on m'avait arraché toute la peau et les terminaisons nerveuses qui se trouvent dans le derme étaient à nu. Donc la situation est intenable, c'est une torture généralisée, permanente. C'était impossible d'aller au boulot, c'était impossible de travailler, c'était impossible d'aller chez quelqu'un, c'était impossible de prendre le métro. Ça l'est toujours, hein, prendre le métro pour moi maintenant c'est impossible. Mais à l'époque c'était très grave. Je pouvais avoir des crises dans le métro et devoir sortir de la rame en courant. Comme si, sinon je risquais de tomber, enfin, je risquais l'évanouissement, la perte d'équilibre, je risquais des trucs graves. Combien de jours, ça se situe même en années, le temps que j'ai perdu à être une morte vivante. Je vais souvent sur l'ordinateur et je me bloque beaucoup plus quand je suis près de mon ordinateur ou de mon téléphone portable que quand j'en suis loin. Je cherchais un médecin chercheur, en fait. Quelqu'un qui allait prendre mon problème à bras-le-corps et qui allait vraiment m'épauler pour aller dans le sens dans lequel je voulais. Bon, c'est à mon avis une grosse erreur de ma part, parce que directement j'ai été catalogué maladie psychique, etc. Aller voir un psychiatre, aller voir des psychothérapeutes, etc. Mon médecin, qui lui pensait que c'était psychosomatique, m'avait dirigé chez un psy. J'ai fait des séances chez un psychiatre, chez un psychologue. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde, mais ça ne me convenait pas. On pense que vous simulez, que vous extrapolez. Je crois qu'on est allé jusqu'à dire même que ces gens-là, il fallait les mettre en psychiatrie. Ils m'ont avoué qu'ils avaient cru au départ que je me fichais d'eux, que je racontais n'importe quoi. J'étais bourré de médicaments, antidépresseurs, somnifères, et ça ne faisait rien en fait. Des fois même c'était pire pour certains médicaments. Et donc j'allais chaque fois trouver les médecins, et donc à un moment donné, en 2004, on m'a vraiment déclaré en burn-out. C'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec névrose obsessionnelle. Donc pour vous dire jusqu'à quel point ça va.
Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Alors le médecin est quelqu'un de grande qualité, mais il a ce défaut que quand il ne sait pas, il n'a pas d'autre recours que de dire que c'est psychosomatique ou psychologique, etc. En fait, parce qu'il y a une méconnaissance des problèmes de santé environnement, notamment de ces problèmes d'ondes électromagnétiques du médecin. Il est à la fois pas formé à la fac comme il faut, et il a dans sa formation continue, c'est extrêmement rare d'avoir des sujets, environnementaux. Donc il ne sait pas. Et puis, ceci dit, il doit faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a plein de maladies, la fatigue chronique, les fibromyalgies et l'électrosensibilité dont on ne sait pas tout. C'est pas pour autant que ces gens ne doivent pas être pris au sérieux. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit, d'humilité. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés s'agissant de la modernité et qu'eux en font partie et que ce sera les sacrifiés du 21e siècle et que de toute façon ils sont minoritaires et c'est pas très grave, ce qui est véritablement scandaleux. Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme un peu aujourd'hui ce brouillard dehors, n'est-ce pas, qu'on voit, et ce brouillard électromagnétique, on le voit pas, on le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue. La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles source d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. Alors, qu'en est-il exactement? Que dit la science au sujet de l'électro-hypersensibilité, cette maladie nouvelle? Le problème avec les champs électromagnétiques, c'est que un certain nombre de sujets, la plupart les tolèrent jusqu'à une certaine limite et qu'il y a un certain nombre d'individus qui ne les tolèrent pas. Ce sont en général des gens qui sont susceptibles aux champs électromagnétiques et qui, après l'intolérance, vont avoir le développement d'une électrosensibilité, c'est-à-dire qu'ils vont être intolérants pour des champs électromagnétiques de très faible intensité. J'ai été dans les premiers en France dans les années 80, fin 80, début 90, quand le réseau commençait à être à peu près... quand toute la France commençait à être à peu près couverte, j'ai eu mon premier téléphone portable. J'ai utilisé un forfait, on va dire, raisonnablement. J'avais 2 ou 3 heures par mois. Je dépassais jamais ça. Je n'étais pas souvent appelé, donc j'ai pas utilisé beaucoup. Mais au bout de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à avoir, en approchant le téléphone pendant les conversations, quand il était allumé en conversation près de l'oreille gauche, je commençais à avoir des douleurs dans l'oreille, un échauffement, mal de tête, des petits problèmes de concentration au bout de quelques minutes de conversation. En 2000, j'ai déménagé dans cette maison-ci. Et donc j'avais installé des détecteurs pour l'alarme, des détecteurs anti-intrusion, donc balayage radiofréquence. J'avais installé un téléphone DECT, DECT. Et puis alors en 2004, j'avais finalement installé le Wi-Fi. Et alors en 2004, c'était la catastrophe. Donc je crois que toute cette progression, et alors en 2002 également, une antenne GSM est venue compléter, je dirais, le brouillard électromagnétique que je m'étais créé. Donc voilà. Et en 2004, ça a été l'année vraiment catastrophique. L'intolérance, c'est les symptômes que présentent ces malades. La susceptibilité, c'est pourquoi certains sont intolérants aux champs électromagnétiques et d'autres pas. Et là, nous sommes bien sûr dans, si vous voulez, un contexte génétique. Et puis, troisième point, à distinguer au plan biologique, certains de ces malades deviennent électrosensibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, au début, ces malades sont intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité, disons, normale, et au fur et à mesure que la maladie progresse, ils vont devenir intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité très faible. Ça a commencé il y a à peu près 2 ans, c'était à la rentrée 2010. À Saint-Giron, a priori, ils ont mis la 3G et ça correspond à ce moment-là et ça a commencé à devenir de plus en plus fort. Voilà. Ici, chez nous,
c'était un lieu où on était bien. On ne sentait rien à ce moment-là. Jusqu'au mois de décembre 2010, où là, fin décembre, on s'est mis à percevoir et à avoir mal à la tête ici. Alors c'est exponentiel, toujours plus. On a l'impression que chaque fin de vacances, en fait, il y a une augmentation des puissances des antennes, quelque chose qui se passe. Et petit à petit, ça gagne du terrain, et de plus en plus, avec des maux de tête terribles. Donc là, on voit ce qu'on appelle une station de base de téléphonie mobile. Une station de base, ça comporte plusieurs antennes, plusieurs émetteurs. Pour un opérateur, il faut au moins 3 antennes, 3 émetteurs pour pouvoir rayonner. Je ne peux pas, en tant que médecin qui voit des malades, abandonner sur le quai de la gare des malades qui sont devenus électrosensibles sans que le corps médical les prenne en charge. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement essayer de voir ces malades en consultation pour essayer de mettre au point des tests objectifs de façon à porter un diagnostic et à partir du moment où le diagnostic est fait, pour essayer de mettre en place des traitements. J'ai, au fond, suivi la méthode hippocratique qui est d'abord d'observer, d'écouter les malades avant, si vous voulez, de statuer sur un état pour savoir si les champs électromagnétiques sont ou non responsables de l'intolérance que présentent ces malades. J'ai participé à ces premières expériences où des prises de sang sont faites avant une exposition aux champs électromagnétiques et des prises de sang sont faites après une exposition, en ce qui me concerne, de 20 minutes, une demi-heure, voire un peu plus, à des doses courantes. C'était pas des doses fortes, il n'y avait pas de risque à prendre, à s'exposer pendant l'étude. Et là, il y a un constat flagrant, c'est que ce qui a été montré comme marqueur évident, c'était les HSP, qui sont des marqueurs biologiques qu'on retrouve après des agressions et qui montrent un stress cellulaire, en fait, un stress cellulaire assez important. On retrouve ces marqueurs après exposition en grande quantité. Parmi ces marqueurs, il y a l'histamine qui est dans le sang et qui est un marqueur qui est positif dans 40% des cas. Nous avons des protéines de stress thermique qui sont positives chez un malade sur 2. Et nous avons d'autres marqueurs qui témoignent notamment d'une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. La mélatonine, c'est l'hormone du décalage horaire. Dans un tiers des cas, nous avons un déficit majeur, profond, en mélatonine dans les urines. Dans un autre tiers des cas, nous avons une augmentation de la mélatonine. Et là, nous n'avons pas d'explication encore. Dans un tiers des cas, c'est normal. Lorsque vous êtes avec votre GSM, avec votre portable à l'oreille, il vous arrive souvent d'avoir l'échauffement de l'oreille. Eh bien, nous, on a cet échauffement, mais partout dans la tête, quoi. Problème de respiration, on n'arrive plus à respirer, ça bouche le nez, ça empêche un fonctionnement normal de l'organisme. La concentration, l'attention, les yeux, ça joue vraiment sur beaucoup de choses. D'autres phénomènes aussi, c'est comme si vous aviez un coup de soleil, mais à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de votre tête. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un matériau pour se propager, ils se propagent dans le vide. Longtemps, on a cru qu'il fallait l'éther pour que ça se propage, mais on n'en a pas besoin. En fait, dans le vide, ça se propage. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un support. Et ces ondes électromagnétiques, on les caractérise comment ? Et comme toutes les ondes d'ailleurs, les ondes de vagues ou les ondes sonores ont 2 caractéristiques. D'une part, la longueur d'onde, et d'autre part, leur fréquence. Les 2 sont liés par ce qu'on appelle la vitesse. En fait, on est submergé d'ondes électromagnétiques. Il y a d'une part les ondes électromagnétiques naturelles, parce qu'elles viennent par le soleil, par les étoiles, par tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi des ondes électromagnétiques artificielles que l'homme a créées et qui n'existaient pas auparavant. Dire le 50 Hz, il n'existait pas à ce niveau-là. Il y en avait peut-être un petit peu de 50 Hz qui arrivaient des étoiles, mais très très peu. Dans notre habitat, on est entouré d'appareils qui rayonnent tous. En fait, d'abord, tout simplement la prise électrique, l'arrivée d'électricité qui arrive dans l'appartement. Même s'il se passe rien, il y a toujours les ondes qui passent dans les fils. Ils sont là, quand même, il y a la tension aux bornes, il y a quelque chose. Et ensuite, tous les appareils pris individuellement ont chacun du rayonnement. Alors, il existe des appareils qui rayonnent pas beaucoup. Par exemple, un fer à repasser, c'est une résistance qui chauffe, tout simplement. Donc, il y a juste de la chaleur qui est créée. Il y a effectivement un courant électrique qui circule, donc qui crée des champs électromagnétiques qui circulent dans la pièce, forcément, quand vous faites fonctionner votre fer à repasser. Mais c'est pas d'une très grande puissance parce que les courants sont pas extrêmement importants. Même dans une maison, vous avez donc des fils électriques qui émettent du courant alternatif de 50 Hz. Et ça crée un petit champ, c'est-à-dire des ondes à distance électromagnétiques.
Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes exposé, évidemment, c'est des très faibles intensités, mais vous êtes exposé tous les jours. Vous dormez, votre lit est devant une conduite électrique. Donc nous sommes exposés toute la vie. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit où ça commence à être différent, c'est quand on s'attaque à des appareils qui utilisent des ondes de plus haute fréquence. Par exemple, les récepteurs de radio, les récepteurs de télévision, qui travaillent avec des fréquences beaucoup plus élevées. On est dans les mégahertz, des centaines de mégahertz. Quand on travaille avec les téléphones portables, alors là on monte dans les gigahertz, beaucoup plus haut encore, où l'interaction avec la matière vivante est encore plus forte. Et le Wi-Fi, toutes les ondes qu'on crée artificiellement autour de tout ce qui est informatique et électronique, qui envoient ces ondes dans un sens, dans l'autre, et qui sont localisées, qui sont dans des petites dimensions, parce que le Wi-Fi va pas très loin, mais il est localisé au niveau d'une maison. Toutes ces ondes-là sont en permanence dedans, et se mélangent, se rajoutent. Les premières études modernes s'intéressant à l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé datent des années 60 aux États-Unis. Depuis, les études se sont accumulées. Dans le milieu militaire, tout d'abord, grand consommateur de radars, la question touche ensuite la société civile. Avec les années 1990 et l'essor de la téléphonie mobile, le sujet devient l'objet de controverses sans fin. Chaque découverte d'effets nocifs étant systématiquement contredite par d'autres, certifiant l'innocuité des ondes. Qui dit industrie puissante dit moyens financiers puissants, bien évidemment, et dit des moyens pour financer des labos. Dès lors que vous avez une étude qui va conclure à la dangerosité, vous allez avoir une réplique qui va être faite par des labos plus ou moins financés par des industriels de la téléphonie mobile, qui va dire le contraire. Et en fait, nous sommes dans une situation aujourd'hui où toute étude montrant une dangerosité est quasi systématiquement contredite par une étude qui est menée quelques temps après par une équipe financée par des opérateurs ou d'autres industriels de la téléphonie mobile. On assiste à une manipulation en disant mais non, ça n'est pas certain, attendons des résultats. Attendons quoi? Attendons les malades et les morts. Donc je crois que le principe de précaution dans ce cas précis, puisque nous ne connaissons pas encore tous les tenants et aboutissants, bien sûr, des effets négatifs des rayonnements électromagnétiques, mais appliquons le principe de précaution, ça ne remettra pas en danger ni l'industrie, qui est tout à fait capable de s'adapter et qui s'est adaptée dans d'autres pays. Les champs électromagnétiques ont des propriétés CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, sans qu'ils soient encore, si vous voulez, officiellement actés que ces champs électromagnétiques soient CMR. Ce qui est acté aujourd'hui au niveau scientifique par l'ensemble de la communauté médico-scientifique internationale, c'est que les champs électromagnétiques, quelle que soit leur fréquence, sont possiblement cancérigènes. Ça n'est pas certain, mais il y a plus qu'un doute. Ce qui a suscité mon intérêt, ça a été une question plus générale de environnement et cancer. Parce que, au cours de ma carrière, j'ai vu doubler le nombre de cas de cancer dans le monde, et que même après prise en compte évidemment de l'augmentation de taille des populations, du vieillissement dans les pays européens ou nord-américains, il n'en reste pas moins que le cancer a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. Et que cette augmentation ne peut pas être expliquée par la génétique, c'est beaucoup trop rapide, n'est pas expliquée par le mode de vie uniquement, le tabac, l'alimentation, bien sûr ça joue un rôle, mais chez nous finalement les choses s'améliorent plutôt, par exemple le tabagisme a diminué chez l'homme, donc il fallait bien trouver une autre raison à cette augmentation des cancers. Et ces raisons-là, vraisemblablement, c'est la présence de cancérogènes dans notre environnement, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, dans les objets de la vie usuelle. Et donc ces cancérogènes, ils appartiennent à trois groupes. Les cancérogènes chimiques, c'est tous les pesticides, le benzène, le formaldéhyde, enfin tous les composés chimiques. Les agents physiques, et là, il y a les radiations. D'une part, les radiations ionisantes, donc les rayons X quand vous passez une radiographie médicale, le fait de vivre à côté des centrales nucléaires, les sources, enfin toutes les sources de radiation ionisante. Et puis après, il y a les champs électromagnétiques. Et donc, on a commencé à regarder ça d'un peu près, parce que aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la population mondiale
qui utilisent un téléphone portable. Donc, s'il y a des risques associés à ce téléphone portable, évidemment, les conséquences pourront être extrêmement lourdes, puisqu'elles vont toucher pratiquement toute la population. Et donc là, on a commencé à regarder ce qui était disponible comme études épidémiologiques. Et finalement, aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont utilisé pendant plus de 10 ans un téléphone portable vont avoir un risque double de tumeur du cerveau. Interphone, l'étude entamée en 1999 sous l'égide de l'OMS, est considérée comme l'étude de référence sur le téléphone portable et le cerveau. Elle a regroupé plus de 6000 cas de tumeurs cérébrales, du nerf auditif et des glandes salivaires. Malgré ces conclusions mitigées, Interphone a abouti en mai 2011 à une réévaluation du risque cancérigène associé aux ondes du téléphone mobile. Un risque que les membres du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, jugent désormais possible. Le risque de cancer du cerveau associé au téléphone portable n'est donc pas une rumeur. Ce risque a été observé dans plus d'une quinzaine d'études, chez les plus gros et les plus anciens utilisateurs de mobiles, au-delà des 10 ans d'utilisation. Et plus on débute jeune, plus ce risque est important, jusqu'à 4 ou 5 fois plus que la normale. Il y a une étude pour l'instant de Hardel qui montre qu'une utilisation avant l'âge de 18 ans est associée à un risque qui, au lieu d'être de 2, est de l'ordre de 4, voire 5. L'étude Céphalo, c'est une étude sur les cancers de l'enfant, les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Et elle a été présentée dans la grande presse comme une étude négative en disant il n'y a pas de risque chez l'enfant. Et c'est faux parce que la plupart des risques relatifs, donc des mesures d'association qui sont présentes dans cette étude, sont toutes supérieures à 1. Donc en fait, ce n'est pas statistiquement significatif parce que fort heureusement, il n'y avait que 352 cas de tumeurs du cerveau. Mais si au lieu d'avoir 4 pays, on en avait eu 5 ou 6, on aurait eu des résultats statistiquement significatifs. Et les enfants les plus exposés, de toute façon, eux avaient un risque à 2,15. Donc pour moi, c'est une étude qui est positive. Les micro-ondes de la téléphonie mobile sont bel et bien capables d'endommager l'ADN de nos cellules et de provoquer des aberrations des chromosomes, favorisant le développement de cancer. Parce qu'on sait maintenant, et ceci vient notamment des études des gens qui sont hypersensibles à ces radiations électromagnétiques, qu'il y a un stress oxydatif qui se produit. Dans le sang, chez ces malades-là qui sont devenus intolérants aux champs électromagnétiques, apparaissent certaines protéines qui traduisent une souffrance cérébrale, et donc ce sont de vrais malades. Alors, stress oxydant, c'est la libération de radicaux libres en excès, de molécules qui sont réactives, qui sont dérivées de l'oxygène, et très réactives, qui se combinent avec l'ADN, les lipides, les protéines de nos cellules, et font bien sûr des dégâts. Et ces dégâts existent effectivement chez les personnes qui sont exposées à ces radiations électromagnétiques. Donc c'est un effet qu'on ne sent pas, mais qui existe et qui peut à la longue entraîner des dommages dans le cerveau et aussi induire des cancers. Sur la question du risque de cancer ou de leucémie infantile causé par l'exposition aux ondes très basse fréquence du réseau électrique, le dossier est encore plus étoffé. La première alerte date de 1979, lorsque 2 chercheurs américains, Nancy Wertheimer et Ed Lipper, constatent que les enfants résidant à proximité de transformateurs et de lignes électriques courent 2 fois plus de risques de mourir d'une leucémie. 15 ans plus tard, en 1994, parmi les 14 études réalisées sur ce sujet, 8 d'entre elles relèvent une augmentation significative du risque de leucémie ou de tumeur cérébrale chez l'enfant exposé aux champs électriques et magnétiques des lignes à haute tension proches de son domicile. La tendance est identique dans le monde du travail. Parmi les 79 publications disponibles en 1994, 59, c'est-à-dire 62% d'entre elles, constatent une augmentation du risque de cancer parmi les employés des compagnies électriques. Depuis 2002, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé les champs électromagnétiques de très basse fréquence comme cancérigènes possibles.
Il y a des études chez les animaux, notamment une étude italienne chez des rats, qui montre que si, ce sont des milliers de rats, n'est-ce pas, s'ils sont exposés à une radiation électromagnétique continue depuis même leur conception, donc chez la mère, de la rate, plus une petite irradiation ionisante, eh bien, ils font 2 fois plus de cancer. Donc, c'est un phénomène tout à fait objectif. Mais alors, il peut y avoir aussi des effets, peut-être plutôt biochimiques. Cette étude citée par le professeur Montagnier, 7000 rats, suivis durant 3 ans, est effectivement très intéressante. Elle se trouve dans un rapport de 600 pages, publié en 2010 par l'Institut Ramazzini, un centre de recherche en médecine environnementale réputé pour la qualité de ses travaux. Notamment lorsqu'il s'agit d'étudier les substances à long terme suspectées d'avoir un effet cancérigène. L'étude de l'Institut Ramazzini rappelle une autre recherche, menée à l'Université de Louvain en Belgique et rendue publique en 2009. Là, durant 2 heures par jour et pendant presque 2 ans, le chercheur Dirk Adang a exposé, dans le cadre de sa thèse, une trentaine de rats au micro-ondes de la téléphonie mobile à des puissances comparables à celles subies par les riverains d'antennes relais. Après 3 mois d'exposition, on a observé une augmentation des globules blancs dans le sang des rats. 18 mois plus tard, c'était l'inverse. Le taux des lymphocytes avait chuté, 15% inférieur à la normale. Au bout de 21 mois, le taux de mortalité, lui, a commencé à grimper, jusqu'à devenir, au terme de l'expérience, presque 2 fois plus élevé au sein des rats exposés. Intéressant, non? Ou inquiétant, pour les personnes vivant en permanence sous les rayonnements des antennes relais? On arrive de Villeneuve-de-la-Raho, un petit village à côté de Perpignan, et on vient ici parce qu'on a un château d'eau qui est hérissé de 25 antennes relais. Alors ce château d'eau, il est en plein milieu du village, entouré par beaucoup d'habitations, et en même temps il y a une école qui est située à 195 mètres, où entre autres il y a 3 enfants gravement malades. Donc on ne peut pas assurer à 100% que ça vient de là, mais étant donné que déjà pour une école de 220 élèves, 3 cas de cancer, c'est déjà quand même assez spécial, on demande l'application du principe de précaution. Voilà ce que nous avons au-dessus de nos têtes depuis 5 ans. Alors ces antennes, nous avons appris qu'elles étaient à l'origine sur le château d'eau au milieu du village et elles ont été déplacées. Nous les avons vues monter au-dessus de nos maisons sans savoir pourquoi ni comment. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas de risque, mais c'est nier l'évidence, c'est un mensonge infâme d'État qui est mis en place pour vous dire circuler, il n'y a pas de problème. Le tabac et l'amiante, c'est à peu près similaire. Depuis longtemps, on se doutait qu'il y avait une toxicité. Puis, les lobbies, dans leur technique habituelle, ont introduit le doute, à savoir 1, 2, 3 études qui ne confirmaient pas les autres études. Et ils ont mis les moyens pour permettre que ces produits soient pas révélés cancérigènes au bout de dizaines d'années. L'amiante, figurez-vous que c'est au début du XXe siècle qu'on s'est aperçu que c'était déjà toxique. Et puis en France, on a ce défaut, comparé à d'autres pays, notamment les Américains, d'interdire beaucoup plus tard. Les craintes souvent sont malheureusement fondées et on s'aperçoit que même on n'a pas assez légiféré, encore une fois comme l'amiante. On s'est aperçu dans un premier temps que c'était dangereux, on a fermé les yeux, on n'a rien dit. 70 ans après, on se dit ah ouais, effectivement c'est quand même très dangereux, donc on va légiférer, on va limiter l'exposition à l'amiante pour se dire in fine en 96, ben non en fait c'est pas jouable, la technologie, enfin l'amiante en elle-même est un produit nocif dont on ne peut plus se servir
malgré les bienfaits, malgré ce que ça a apporté. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, on se dira, bah non, la téléphonie mobile, en tout cas ces ondes pulsées, là, c'est pas viable, on peut pas s'en servir. Je rajouterai le scandale sanitaire des microparticules, du haut diesel, qui était au départ cancérigène possible, puis cancérigène probable, et maintenant cancérigène certain, avec 42 000 morts prématurées par an et des centaines de milliers de gens qui ont des problèmes de cancer, des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. Et ça fait longtemps qu'on alertait sur ce problème de pollution atmosphérique. Et là, sur les ondes, on retrouve le même processus. L'AFCET, dont on disait qu'elle était irréprochable en 2003 et en 2005, lorsqu'elle donnait des conclusions disant qu'il n'y avait absolument aucun problème, et quand on sait que la plupart des scientifiques qui participaient étaient liés directement ou indirectement au monde de la téléphonie mobile, eh bien là, les conclusions étaient reprises par les députés, reprises par tous les opposants à l'idée d'un risque. Et aujourd'hui, maintenant qu'en 2009, après un changement de directeur, l'AFCET vient vous dire non, on n'est pas tellement sûr, et puis les nouvelles études en plus viennent pas dire ça. Eh bien l'AFCET aujourd'hui est décrié. On dit mais non, l'AFCET ça n'a aucun intérêt, ils disent des bêtises. Comme l'OMS, c'est pareil. L'OMS, avant tout le monde, vous disiez mais non, l'OMS dit qu'il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, l'OMS qui vient dire oui, attention, s'agissant des téléphones portables, il y a peut-être un problème. On dit mais non, mais l'OMS, les industriels vous disent non, l'OMS dit des bêtises. L'OMS, c'est pas sérieux, l'OMS. Mais aujourd'hui, je constate, moi, qu'il n'y a que les intérêts des grands groupes qui sont pris en compte. Point. L'intérêt sur les problèmes de santé, on s'en moque. C'est pas grave, ce sont des gens sacrifiés. Les normes actuelles des rayonnements électromagnétiques, notamment les antennes relais, sont des normes thermiques. C'est-à-dire qu'on a pris un mannequin, on l'a exposé à un rayonnement, et au bout de 6 minutes, sa température augmentait d'1 degré. En fait, c'est notre cerveau, ça représentait notre cerveau. Eh bien, la norme a été établie. Donc, cette norme ne tient en aucun cas des effets cellulaires, dont de nombreuses études ont montré qu'ils existaient, qui ont été relevés par le fameux rapport européen Bioinitiative et le rapport des agences françaises. Donc bien sûr, on ne sait pas encore tout le pourquoi du comment, mais les normes actuelles sont complètement obsolètes. Donc on est à la fois sur des normes beaucoup plus faibles en France qu'on a les pays étrangers qui ont déjà pris conscience qu'il y avait un risque de ces rayonnements électromagnétiques, et en plus basé uniquement sur un effet thermique qui ne correspond pas à la réelle toxicité. La nature humaine est telle qu'on cherche toujours le moins difficile, le plus facile. Et donc, si les gens ne protestent pas, ou si les gens ne voient pas d'effet, les compagnies qui fabriquent ces émetteurs ne vont pas changer. En matière d'antennes relais, une petite quinzaine d'études sont disponibles. Près des 3/4 des études publiées concluent à un impact sur la santé des riverains. Sous la forme, par exemple, d'un risque accru de cancer ou de troubles du sommeil chez les personnes qui résident à moins de 500 mètres d'une antenne relais. Une enquête de voisinage menée en novembre 2011 à Aix-en-Provence par l'association Santé Environnement France, l'ASEF, qui réunit plus de 2500 médecins, aboutit à des conclusions similaires. Dans ce quartier HLM couvert d'antennes relais, 55% des sondés déclarent souffrir d'acouphènes, contre 32% en France. 27% signalent également des difficultés pour se concentrer, contre seulement 4% des Français. Donc nous avons réalisé avec mon association Santé Environnement en France une enquête de voisinage, au voisinage des antennes relais, en interrogeant les riverains avec un questionnaire qui leur demandait ce qu'ils ressentaient comme symptômes. Et on a vu qu'en pourcentage de symptômes ressentis, on retrouvait ce qui a été trouvé dans d'autres études internationales, notamment plus d'acouphènes, chez des gens qui, une fois qu'ils étaient hors ce contexte de voisinage-là, n'avaient plus d'acouphènes, aussi des maux de tête et des troubles de concentration. Enfin, les symptômes de l'électrosensibilité que l'on retrouve dans des études précédentes. Voilà, ça a confirmé. On met sur le marché, on se moque des garde-fous, on se moque des limites, on se moque de tout ça, on va voir ce que ça donne, et in fine, on verra. S'il y a des problèmes, on changera peut-être de technologie, s'il y a des problèmes, on avisera. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce faisant, l'État fait le jeu des industriels exclusivement. C'est-à-dire que mettre en place la téléphonie mobile avec des garde-fous, c'était limiter l'exposition des gens. Pour limiter l'exposition des gens, il faut rajouter des antennes.
C'est-à-dire qu'il faut que les téléphones émettent comme les antennes relais avec moins de puissance. Il faut des micro-antennes, il faut des relais beaucoup plus petits pour qu'ils puissent communiquer sans émettre énormément. Et ça, je veux dire, l'État, à la limite, l'État, il s'en moque de tout ça. Parce que lui, il édicte des normes pour protéger la vie des gens. À côté de ça, ceux à qui ça porte préjudice, ce sont les opérateurs qui vont vous dire, bah oui, mais nous, on gagne moins d'argent, forcément, on a plus de technologie, on a plus d'appareils à mettre en marche. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, à ce moment-là, l'État vienne vous dire, bah, écoutez, c'est vrai, ces pauvres gens, ils développent un business florissant, ils gagnent beaucoup d'argent, on va quand même pas limiter